Euh, donc les classes moyennes, elles sont atones par le fruit d'un processus d'ingénierie sociale qui a cours depuis plusieurs années maintenant, et depuis plusieurs décennies. Peut-être, voilà, toute l'ère industrielle aboutit à ça finalement. Il y a un philosophe qui s'appelle Michéa qui en parle, et il dit qu'on est dans la fabrique du crétin militant. Ça veut dire qu'en fait, on ne crée pas des gens qui sont ouverts, courageux, individués, capables d'avoir un regard ample et holistique sur le monde. On crée des techniciens qui sont capables d'accomplir une tâche de manière précise et à qui on va donner un objet de militantisme. Je suis Charlie, je suis vaccin, je suis machin. C'est des conneries. Vous n'êtes pas ça, vous n'avez pas besoin d'un drapeau pour exister, vous n'avez pas besoin d'embrasser une cause pour devenir vous-même. C'est pas vrai. Mais on a fait croire ça aux gens. Et donc vous avez une classe moyenne qui embrasse des causes, l'environnement, le truc, etc. Mais qui en fait est vide à l'intérieur. Il n'y a personne quand ils regardent à l'intérieur. Ils sont capables d'accomplir des tâches, mais ils ne sont pas capables de prendre du recul sur les tâches qu'ils accomplissent. Et donc font toujours un petit peu plus de la même chose. Et plus que faire un petit peu plus de la même chose, ils sont in fine prolétarisés par le système. Prolétarisés, ça veut dire qu'ils perdent les savoirs, ils perdent les savoir-faire, ils perdent les savoir-être et ils perdent les savoirs théorisés sur ce qu'ils font. Vous prenez un bon nombre de médecins aujourd'hui ne sont plus capables de théoriser leur savoir. Ils sont capables de connaître l'algorithme technique qui leur permet d'arriver à un résultat. Alors si la créate est à temps, je fais ci, je fais ça, etc. Ils vont connaître très bien ça et l'avoir appris par cœur. Par contre, comprendre avec ampleur la physiopathologie, la compréhension de la relation au monde, l'implication de la maladie de manière plus ample, ils le perdent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon interne en médecine, c'est un bon interne, pas parce qu'il est intelligent, courageux, humain, bienveillant, c'est un bon interne parce qu'il est docile au protocole. Et aujourd'hui, vous êtes un bon ingénieur si vous êtes docile au protocole. Vous êtes un bon avocat si vous connaissez bien le droit et que vous êtes docile au protocole. Et donc on a créé une classe moyenne de gens qui sont censés être les tenants de notre système, qui en fait sont dociles au protocole, et on a fait des protocoles qui évoluent sans cesse, qui évoluent plus vite que ce qu'on est capable de métaboliser. C'est ce qu'on a appelé la disruption. Et la disruption, c'est le mot d'ordre dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'administration. C'est de toujours aller plus vite, transformer les règles du jeu plus vite que ce que les agents du jeu sont capables de les métaboliser. Dit autrement, ça veut dire que vous êtes comme dans les temps modernes de Chaplin. L'ouvrier, il cherche à serrer le boulon, mais la chaîne de montage, elle va plus vite que lui, il n'y arrive pas, il est en train de courir derrière le boulon pour essayer de le rattraper. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, on est en train de courir derrière les formalisations HAS qui changent chaque année pour les normes qualité d'un hôpital ou pour ce qu'il doit faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mieux, on peut se mettre en conformité. Mais on n'arrivera jamais à rêver le système tel qu'on a envie qu'il soit. On ne peut même plus le rêver, on n'a pas le temps. On nous coupe l'herbe sous le pied en permanence. Et ça, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les juristes, c'est vrai pour les ingénieurs. Aujourd'hui, donc il y a des blocages socio-systémiques de tous les côtés. Aujourd'hui, vous voudriez chercher sur quelque chose d'alternatif, comme le renforcement de l'immunité ou du low-tech en anesthésie-réanimation. Ben moi, j'essaye de le faire ça. Low-tech, ça veut dire basse technologie. Je ne veux pas d'applications, d'internet et tout ça. J'ai des boucles de pirouettes de bon sens sur ce qui existe déjà, en réutilisant le matos, un peu comme ça se fait dans les pays en développement, où la créativité est maximale parce que la contrainte est importante. Et ben, je peux pas le faire. Je trouve pas un rond. Et donc, je pense que la classe moyenne, elle a pas de raison d'agir. D'une part parce qu'elle est peu individuée, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens courageux. Il y a peu de gens courageux parce qu'ils ont plutôt plus à perdre qu'à gagner, et ils perdent leur confort si jamais ils bougent. Ils perdent leur position de pouvoir. Ils critiquent le groupe social dans lequel ils font partie, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que les opinions et ce qu'on dit est un ticket d'entrée sociale plus qu'une vérité. Je dis quelque chose parce que ça me permet d'être en lien avec un certain groupe. Et donc si je commence à critiquer la vaccination, la recherche, la science, le dogme de la science, ben je vais me couper en fait d'un certain nombre d'amis, de relations de travail, je vais plus avoir accès à certaines choses. Et donc j'ai tout à perdre. Donc la classe moyenne, effectivement, je crois, ne bougera pas. Et les gens du peuple que je peux croiser, peut-être c'est un mot un peu galvaudé, hein, le mot peuple, mais les gens, moi je dirais les gens normaux en fait, les gens qui ont du bon sens, quoi, qui sont en contact avec la réalité, ils me disent mais pourquoi les médecins ils bougent pas? Pourquoi les médecins ils disent rien? Et le constat c'est qu'effectivement
les médecins, en général, ne diront rien. Au contraire, ils défendront le dogme. Et il ne faut pas en être triste, en fait. C'est pas eux qui changeront le monde. Le dernier point de la question, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des lumières d'espoir? Bah oui, en permaculture, on dit le problème est la solution. Ça veut dire qu'il faut se pencher sur le problème, ce qui nous dit plein de choses. Une mauvaise herbe, par exemple, en permaculture, on n'appelle pas ça une mauvaise herbe. Le pissenlit, il est dans un sol compacté, tassé, souvent au bord des chemins ou sur les chemins. Et il va envahir tout et vous n'arrivez pas à cultiver. Mais le pissenlit, il a une racine pivotante et plein de racines latérales qui fait que quand vous sortez la racine, il a décompacté le sol de manière très importante. En fait, il a servi à résoudre le problème du sol majeur qui est celui d'être compacté. De même, le pissenlit lui-même, si vous le fauchez, tous les nutriments et les choses qui ont été puisées, aucune autre plante n'aurait pu les puiser dans ce sol-là. Et elle va recomposer du sol. Donc le problème est, donc on dit que les mauvaises herbes en permaculture, ce sont des plantes bio-indicatrices. Ça veut dire elles vous indiquent quelque chose, elles vous disent quelque chose du système dans son ensemble. Et en fait, elles sont utiles. Et bien là, cette crise, elle est utile. Elle est l'occasion d'un renversement inédit. Parce qu'elle est le point d'orgue. Le point d'orgue, ça veut dire la note qui est tenue à la fin du morceau. Elle est la fin du morceau du délire collectif d'une ère techno-industrielle. Et donc on est à la fin. Et donc il va y avoir un bruit maximal, comme à la fin d'un morceau. Si vous avez déjà écouté un opéra, les chœurs reprennent tous les petits morceaux de l'opéra qu'il y a eu. Et vous avez ça en même temps. C'est presque une cacophonie, vous n'entendez plus rien, c'est trop fort. Ils crient tous. Et vous avez juste une toute petite flûte traversière, en général, qui joue 7 notes. Ce sont les 7 notes de base du morceau. Et vous l'entendez même plus, cette flûte-là, mais elle continue à jouer. Puis d'un coup, le chef d'orchestre, il fait ouf, et tout s'arrête. Tous les flonflons, les cymbales, ding, qui étaient en train de résonner, silence. Et il ne reste plus que la flûte traversière, qui joue une dernière fois les 7 notes. En fait, c'est ça la résistance. La résistance, c'est tenir. C'est pas d'essayer de tout bouleverser ni rien. C'est tenir et tenir ensemble, former un pack, comme voilà, je vous l'ai dit, hein, comme une équipe de rugby qui se met ensemble et qui se met ensemble pour tenir dans ce qui est en train de se passer et qui s'agrippe à des choses de bon sens. Les choses de bon sens, c'est que nous sommes des êtres de lien, des êtres d'amour, que la santé ne dépend pas de médicaments ou d'un monde extérieur qui doit vous la fournir, mais de votre thermostat de relation au monde qui doit être juste. Et que si vous commencez à avoir un thermostat déréglé de relation au monde, c'est qu'il faut réfléchir à comment vous vous nourrissez, quelles idées vous avez, quelles pensées vous nourrissez dans votre cœur, quelles relations vous avez autour de vous. Et que c'est ça qui va vous mettre en santé et capable de surmonter n'importe quel obstacle. Et que là-dedans, la technique a une place aussi, mais sûrement pas prépondérante. La technique des vendeurs de remèdes ne doit pas prendre le pas sur le politique, ne doit pas prendre le pas sur le social, ne doit pas prendre le pas sur le sociétal, ne doit pas prendre le pas sur la beauté, l'art, l'intellectuel, la culture. Notre culture n'est pas d'être à la fin le cobaye de Big Pharma. C'est pas vrai. Et donc vous savez très bien que ce truc-là va s'effondrer parce que ça n'est pas viable. Et il faut juste le laisser s'effondrer tout seul et tenir. Tenir, ça ne veut pas dire se laisser faire. Ça ne veut pas dire se laisser taper dessus. Vous ne devez pas vous faire vacciner si vous êtes contre le fait de vous faire vacciner. Vous ne devez pas vous retrouver confiné dans un camp de confinement si vous ne voulez pas être dans un camp de confinement. Vous ne devez pas laisser vos enfants être masqués à l'école alors que ça n'a aucun sens. Vous ne devez pas continuer à laisser l'ARS décider si vous avez des tests dont vous ne savez même pas comment les interpréter, ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils signifient. Vous ne devez pas laisser faire ça. Et là-dedans, mon conseil c'est mettez-vous au bon niveau. Si vous commencez tout de suite à envoyer un truc au Conseil d'État ou au Conseil de l'Europe, vous êtes sur des boss de niveau qui sont beaucoup trop gros. Commencez dans les jeux vidéo, et les boss de niveau, ils vont progressivement, vous savez. Il faut commencer par le premier boss de fin de niveau. Le premier boss de fin de niveau, c'est peut-être l'institutrice, puis la directrice de l'école, puis les autres parents d'élèves. Déjà ça. Ou même avant ça, vous-même. Vous-même, ou votre compagne, ou votre conjoint, ou votre grand-mère qui a peur. Juste rester en lien. Et là-dedans, pas essayer de convaincre l'autre, mais au contraire, être dans une empathie maximale. L'autre, il défend la narration gouvernementale sans même savoir pourquoi, sans même savoir qu'elle est fausse parfois. Et il ne veut pas voir qu'elle est fausse. Et il va s'aveugler. Parce qu'au fond, il cherche à rester en lien. Et ça, c'est juste. Et donc, il faut plutôt aller appuyer sur ce qui est juste chez l'autre, l'écouter, puis dire, voilà, toi, tu penses ça. Et puis, moi, voilà, j'ai vraiment l'impression de faire du mal à mon enfant quand je l'envoie à l'école avec un masque. Parler au jeu, plutôt que de dire à l'autre ce qu'il doit penser. Parler en souveraineté. En communication non violente, on dit parler au jeu. Parce que ça ne crée pas de violence en fait. Ça, au contraire, ça crée les conditions d'une écoute. Et de tenir le rapport de force, parce que si vous tenez le rapport de force, vous ne laissez pas faire. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas un enfant battu, vous n'êtes pas
L'enfant battu, à la fin, il meurt sous les coups de son père, hein, quand il ne comprend pas que c'est une victime. Parce que l'enfant battu, des fois, il a même l'impression que c'est lui le coupable, en fait. C'est sa faute s'il se fait taper dessus. Mais non, c'est pas votre faute si vous vous faites taper dessus par le gouvernement. C'est comme dans Good Will Hunting, hein, avec Robin Williams, quoi. C'est pas ta faute, Will. C'est la clé. C'est pas votre faute. Tenez le rapport de force. Mettez-vous en lien avec d'autres, plutôt que d'essayer de convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Regroupez-vous avec des gens qui pensent comme vous. Et là, vous allez d'un coup découvrir qu'en fait, vous avez une puissance d'agir dans le réel qui est très importante. Donc ne restez surtout pas seul à marronner devant votre écran, à être en colère, etc. Et transformez la colère en courage. La colère, l'indignation doivent devenir du courage. Et vous allez voir que, en fait, vous êtes en train de devenir un héros. Et que cette crise, elle va révéler une époque héroïque. Une époque de gens lumineux, de résistants, qui dégagent une énergie, un volume de puissance pour un monde désirable qui n'a jamais eu de commun jusqu'ici. Donc vous aviez les classes moyennes de gens confortables, apeurés, pas individués et qui n'osaient rien, et vous allez voir émerger des héros. Et une bonne partie de l'héroïsme, en fait, c'est même pas d'essayer de décagner quoi que ce soit, etc. C'est de se mettre à disposition, de se rendre disponible à cet appel. C'est vrai dans la Bible, c'est Zachée, c'est Samuel, c'est tous ceux qui répondent à l'appel. Mais c'est vrai, pas que dans la Bible, je ne veux pas vous mettre dans quelque chose de spirituel. Répondez à cet appel qui vous entendez là à chaque seconde de dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut que je fasse quelque chose. Répondez à cet appel et vous allez découvrir ce que vous pouvez faire. Et on peut tous faire des choses différentes. Moi, ma force, c'est la parole. D'autres, leur force, ça va être les photos. D'autres, leur force, ça va être d'aller discuter avec les pouvoirs publics. Chacun dans votre réseau, dans votre petite sphère d'influence, vous allez mettre votre petite goutte d'eau comme le colibri de Pierre Rabhi, quoi. Vous allez faire votre part. Et à la fin, tout ça va s'arrêter, en fait. Et ça peut s'arrêter demain, si on se réveille maintenant. Un dernier mot peut-être pour dire que les gens peuvent venir même témoigner auprès de Réinfo Covid. On recueille les témoignages, on recueille aussi les textes critiques ou scientifiques. S'il y a des gens qui veulent partager leur contenu, en fait, on les aide à les relire, à les mettre en forme. On est vraiment dans quelque chose de participatif, hein. Certains auront vu notre retour sur Hold Up, c'est un retour pluriel justement. On n'a pas prétendu qu'il y aurait un qui aurait la vérité. On a dit en fait on va écrire à plusieurs et puis on va laisser les gens écrire et faire leur retour et voir ce qui en émerge. Que si nous tous on pose au centre, une sorte d'écoute du centre, il va émerger le meilleur, quoi. Et donc vous êtes les bienvenus. Et ma prescription, c'est toujours la même, hein, c'est éteignez la télé. Séparez-vous de ce qui est toxique. Éteignez votre téléphone portable, sauf pour vous mettre en lien avec les gens que vous aimez. Et ne faites pas confiance à l'interprétation algorithmique du big data. Et renouez avec le réel. Et ce renouement avec le réel, il va vous permettre de prendre soin de vous, et d'abord de vous. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas vouloir la paix là-devant si vous ne l'avez pas de là-dedans. Donc déjà être en paix, en prenant soin de vous, en prenant soin de ceux que vous aimez autour de vous. Prenez vraiment soin d'eux. Et isoler votre papy ou votre mamie pour les vacances, c'est pas prendre soin d'eux, ça. C'est pas vrai. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que c'est que prendre soin. C'est les laisser être autonomes, décider par eux-mêmes ce qui est bon pour eux, et pas leur imposer une vision du monde qui serait la vôtre. Et prenez soin de ceux que vous n'aimez pas. Encore plus. Parce que Salim en parlait, mais c'est la voie de la non-violence en fait. Si vous êtes dans une voie de violence, vous allez recueillir que de la violence en face, et pour le moment, ils sont beaucoup plus violents en face que vous. Et vous n'êtes pas capable de suivre. Par contre, si vous êtes dans une contamination de paix, de joie, de lumière et d'amour, vous recevrez ça en retour. Et ça fait du bien, en fait. Et vous allez voir que là, vous allez convaincre beaucoup plus de gens. C'est un outil beaucoup plus efficace, en fait. Parce que là, les médias, ils vont se disloquer en journalistes. Le politique ou le pouvoir politique va se disloquer en gens qui aspirent au bien commun et aspirent au pouvoir. Et là-dedans, vous allez en avoir plein. Et ces 10-15% dont parlait Salim qui sont juste nécessaires à tout transformer. Et en fait, c'est en train d'arriver. On est en train de mettre en lien tous ces gens-là et c'est en train d'arriver. Donc prenez soin des gens, et y compris ceux que vous n'aimez pas, parce que c'est ceux-là qui vont peut-être retourner leur veste. Dans toutes les histoires, il y a un cavalier noir, il finit par enlever son aume et par dire « je me suis trompé de camp ». Et il change de camp, et ça devient un des meilleurs guerriers du camp du bien. C'est en train d'arriver. Okay, et enfin, prenez soin du monde autour de vous, prenez soin de la nature, de la beauté, cultivez la beauté, plutôt que la colère, la rancœur, etc. Et partagez les pépites, partagez ce qui vous est cher, partagez ce que vous avez compris. Voilà, et partagez-le, vous êtes légitime à le partager. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes. Moi je connais toute une frange dans le champ environnemental ou dans l'extrême gauche.
qu'osent rien faire pour le moment en disant non mais c'est un problème sanitaire, ça ne nous concerne pas, etc. Non, c'est pas vrai, vous êtes concerné par ce qui est en train de se passer, et partagez ce que vous ressentez. Faites des conférences gesticulées, faites des vidéos, ouvrez votre chaîne YouTube, descendez dans la rue, discutez avec votre voisin, discutez avec le boucher, partagez. Merci à tous.